Tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence que j'ai le plaisir de donner avec Mathieu Bliem. Bonjour. Donc moi, on va se présenter rapidement. Donc moi, je suis Alain Bouvray, je suis directeur général de la société Eloquent. Et donc, je vais intervenir aussi en lieu et place de Claire Jean, qui est secrétaire générale de l'ANTS et qui, pour des problèmes de transport, n'a pas pu venir aujourd'hui. Néanmoins, on présentera son cas et on l'explicitera et je pourrai répondre à vos questions là-dessus. Et Mathieu Bliem. Oui, donc Mathieu Bliem, responsable de l'offre sémantique chez Eloquent. Moi, je vais intervenir pour vous présenter les applications de l'intelligence artificielle au niveau de la sémantique. Alors, on va aborder le sujet parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va aller très très vite sur la présentation d'Eloquent, je vous rassure, hein, c'est un slide, ça sera 1 minute. On parlera de l'intelligence artificielle et des mythes et réalités autour de l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment un sujet où aujourd'hui, on entend à peu près tout et n'importe quoi. On est au sommet d'une grande vague, et du coup, ça rend un peu tout le monde sourd sur le sujet. Donc, on en parlera. On verra les aspects action, très concrètement, ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle, et entre autres les chatbots dans le cadre de la relation client. On verra l'aspect compréhension, c'est-à-dire l'intelligence artificielle en tant qu'outil de conversation, mais aussi en tant qu'outil de compréhension. Et puis on vous donnera quelques clés à la fin pour passer à l'action sur ces sujets. Voilà le thème. Et on répondra aux questions, évidemment. Donc on a 50 minutes. Je suis désolé, on va quand même démarrer tout de suite. Je vois qu'il y a des gens qui... Je vais en profiter pour présenter Eloquent, comme ça ça ira vite. Donc Eloquent, c'est une société d'un peu plus d'une centaine de personnes. Le siège est basé à Grenoble. On est une agence à Paris. Et notre centre d'activité, c'est vraiment se mettre entre l'entreprise et ses clients. Et notre pitch, c'est faciliter le dialogue et l'écoute de vos clients. Alors pour ça, on s'appuie sur une plateforme qui est tout en mode SaaS, avec une thématique qui est la partie centre de contact, qu'on appelle la partie dialogue en fait, c'est-à-dire tout ce qui est interaction entrante, sortante, entre vous et vos clients, que ça puisse être de la voix, du chat, du mail, etc., sur une seule et même timeline, hein, pour avoir une bonne connaissance du client. La partie qu'on appelle écoute, qui est tout ce qui est enquête, qu'on va pouvoir relier au client, remonter du feedback, récupérer des avis clients, les exploiter au niveau du management, etc. Le monitoring du parcours client, qui est un sujet extrêmement important, qui permet de suivre le parcours client réellement de façon graphique et de vérifier comment ça se passe. Et puis la partie analyse sémantique automatisée, qu'on va aborder beaucoup plus aujourd'hui, qui est la partie analyse de tout ce qui est voix du client, aussi bien de la partie issue des conversations qui peuvent être faites au niveau d'un centre de contact, que de ce qui remonte d'une enquête client, par exemple. Pour information, on donnera une autre conférence demain sur la partie qui est plus la partie enquête et feedback client. Et puis, on aura une conférence aussi jeudi sur la partie monitoring. Voilà. Donc, c'est dialoguer, agir, écouter et comprendre vos clients. Voilà, on est là pour ça. Alors, on va parler de l'IA. Je te laisse parler de ça. Oui, concrètement sur l'intelligence artificielle, en fait, ce n'est pas un thème qui est nouveau, puisqu'il y a eu les travaux de Turing à partir de 1950, puis on va revenir dessus tout à l'heure. Nous, chez Eloquent, on est spécialisé notamment sur la partie sémantique depuis une vingtaine d'années. On travaille sur ce thème-là. On a des ingénieurs linguistes qui travaillent sur les thèmes de manière récurrente. On participe à des projets de recherche et des projets internationaux, tant en tant qu'animateur qu'en tant que spectateur. Et donc on anime aussi des conférences internationales sur ce thème-là. On travaille sur des projets de recherche et des projets de collaboration avec d'autres entreprises au niveau européen, comme le projet Safran. On pourra vous en parler un petit peu plus sur notre stand si ça vous intéresse. Tout ça pour dire qu'on a des techniques qui sont très abouties et on se tient surtout au fait de l'actualité et des techniques algorithmiques qui permettent d'améliorer en continu notre solution d'analyse sémantique. Voilà, le projet Safran, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet européen sur la détection de propos liés à la radicalisation. Hein, le but, c'est de détecter et de prédétecter la radicalisation. Alors, dans le cadre de la relation client, évidemment, l'IA, je vais te laisser... où j'aborde ce sujet, oui, c'est plutôt moi ça. Donc il faut savoir que l'IA, pour nous, c'est un sujet extrêmement important, puisqu'on va le retrouver aussi bien dans la partie chatbot, qu'on abordera plus, mais aussi l'analyse sémantique des écrits, qu'on abordera tout à l'heure avec Mathieu, le routage intelligent des emails, qui est un sujet où l'intelligence artificielle peut accompagner, l'analyse de conversation orale, où c'est un sujet très nouveau, mais on commence à avoir des demandes de ce type-là. Et puis sur la partie enquête, analyse d'enquête et avis, où ce sont des sujets, on va utiliser la partie analyse sémantique, comme on le verra,
pour faire on va dire de la détection de signaux faibles et rechercher de l'explication et des suggestions à travers des écrits, et pas seulement travailler sur les notes. Donc pour nous, c'est vraiment un sujet hyper important qu'on va retrouver au cœur de nos solutions. De façon, on va dire, assez intégrée avec nos briques, mais c'est un sujet extrêmement important pour nous. Et juste pour revenir sur la partie intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est très très vaste. Nous, on va se focaliser sur des usages relations clients. Les usages, il y en a des milliers. On ne va pas tous les aborder aujourd'hui. Donc nous, on va se focaliser sur 2 usages d'ici 5 minutes. Voilà. Alors, là où il faut bien faire la différence entre ce que j'appelle l'intelligence artificielle et la bêtise réelle, hein. L'intelligence artificielle, très souvent, ce qui vous est présenté, c'est des choses qui sont très vieilles, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire croire à quelqu'un quelque chose dans le cadre d'un scénario. Vaucanson avait fait quelque chose qui s'appelait un canard qui savait à qui on donnait à manger, qui savait déféquer, uriner, battre des ailes, etc. Mais il ne savait faire que ça, le canard. Mais c'était un automate. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on va trouver quelque chose qu'on va appeler de l'intelligence artificielle qui n'est rien d'autre qu'une automatisation d'action. C'est la même chose depuis très longtemps. Jacquet avait inventé ça aussi avec des joueurs de cartes automates. Et puis, bien sûr, on trouve ça dans le milieu industriel, des automates et de l'intelligence. On n'appelle pas ça l'intelligence artificielle, on appelle ça l'industrialisation. Mais c'est aussi un des sujets. Et il ne faut pas confondre, il ne faut pas avoir des mythes, alors qu'en fait, derrière, la réalité, c'est souvent de l'automatisation. Donc, je vais un peu casser des rêves, là, sans doute, mais je vais vous expliquer qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire quand on parle d'automatisation. Et lorsqu'on entend intelligence artificielle, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on entend. Juste sur la partie mythe, il y avait un article qui était très intéressant dans Courrier International en décembre 2017. Donc si vous avez l'occasion de consulter ce numéro-là, ça permettait justement de bien démystifier l'intelligence artificielle entre ce qu'on imagine que ça peut faire et ce que ça fait réellement. Et Alain y reviendra dans quelques slides. Voilà, donc vous allez entendre parler, pas seulement par nous, hein, en général, sur la différence entre de l'intelligence artificielle forte et de l'intelligence artificielle faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, il faut avoir une idée de ce qu'on cherche. Elle ne saura pas aborder tous les sujets, etc. Donc, un des points clés, c'est pourquoi vous allez déployer un sujet tel que celui-ci dans votre relation client. À quoi ça va vous servir ? C'est la première question à vous poser. Ensuite, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle ne sait faire que ce qu'on lui apprend. Elle va vous aider, elle ira plus vite, elle pourra fouiller dans des sujets complémentaires, mais à la fin, elle ira sur un sujet que vous lui avez appris. Donc si vous êtes mauvais sur un sujet, ne vous attendez pas, dans votre relation client, ne vous attendez pas à ce que l'intelligence artificielle vous améliore. Elle ne fera qu'empirer vos défauts. Si vous êtes bon, elle vous rendra plus efficace, plus automatique, elle vous saura mieux produire votre relation client. Et évidemment, elle ne va pas remplacer les conseillers qui ont un apport beaucoup plus important, mais elle va leur permettre de les détacher d'un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir trop là-dessus, vous avez dû l'entendre déjà 10 fois. Ce qui est important, c'est d'essayer de trouver, en fait, vous pouvez faire on va dire un tableau à double entrée. Qu'est-ce qui est automatisable le plus possible ? Qu'est-ce que je peux le plus automatiser ? Et qu'est-ce qui va me faire gagner du temps ? C'est-à-dire sur quoi, aujourd'hui, je perds du temps, hein ? Automatisation, perte de temps. Et c'est dans ces sujets-là qu'il va falloir piocher. Et encore une fois, elle ne pourra que répéter des tâches qu'on lui a apprises. Chez Audi, qui savent faire sans doute des très belles voitures, un robot, il ne sera pas mieux soudé qu'un robot chez Mercedes, mais il sera soudé de la façon dont tu lui as appris. Par contre, il ne saura pas faire de la peinture. Voilà. Donc il faut toujours raisonner par rapport à ce type de choses. Alors, ce qu'on appelle l'IA forte, c'est une capacité à raisonner de façon autonome et d'identifier les problèmes et les solutions avec du recul. Ça, il faut comprendre que c'est dans un futur relativement proche. Aujourd'hui, il n'existe pas de solution de type intelligence artificielle forte, et notamment dans le cadre de la relation client. La relation avec vos clients, elle est très complexe, elle est très vaste. Si vous imaginez qu'une intelligence artificielle va être capable de comprendre toute la finesse que vous pouvez avoir dans la relation avec vos clients, vous allez vous planter. En revanche, on a l'IA faible. Et l'IA faible, elle peut arriver à un même résultat qu'un homme sur un sujet qui est automatisable, à condition qu'on l'apprenne et qu'on l'entraîne. On saura résoudre un problème défini de façon extrêmement efficace. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et nous, ce qu'on va vous proposer dans le cadre de la relation client, c'est de déterminer les sujets sur lesquels ce sera pertinent. Et là, ça vous permet de gagner de l'argent et d'améliorer l'expérience de vos clients. Oui, ce que disait Alain sur
l'intelligence artificielle faible, c'est effectivement le fait que des algorithmes vont pouvoir reproduire des tâches manuelles très simples à grande échelle. Donc, c'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, vous, en 2-3 minutes, 200 fois dans la journée, la machine va le faire en quelques minutes et va finalement vous faire gagner du temps. Elle ne remplace pas l'humain, mais elle lui fait gagner du temps, elle lui permet de se consacrer à d'autres tâches. Ou elle améliorera l'expérience client, puisque votre client pourra le faire en dehors des heures d'ouverture, évidemment. Enfin, c'est des sujets ça, qui sont très connus. Alors, juste pour vous donner une idée, j'étais au Gartner Group au mois de novembre dernier à Barcelone, et je vous ai juste pris 2 slides que le Gartner Group a présentés, que j'ai trouvé intéressants. Qu'est-ce que les gens attendent de l'intelligence artificielle? Il y a plein de sujets qui sont là au tableau, avec l'objectif de résoudre des cas, de pouvoir aider à faire de la prise de commande et de pouvoir résoudre des problèmes. Ça, c'est ce que les gens espèrent de l'intelligence artificielle. L'analyse du Gartner Group, c'est de dire la réalité aujourd'hui, c'est ça. Tout ce qui est rayé en rouge, aujourd'hui, il faut s'imaginer que c'est encore, je ne dis pas que ça ne sera pas un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas opérationnel. Donc, le conseil intelligent, la partie updatée des bases de connaissances, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont, c'est des travaux futurs, mais aujourd'hui, de façon opérationnelle, ce n'est pas opératoire. En revanche, il y a des tas d'autres sujets extrêmement intéressants. Aider un client à remplir un formulaire, faire de l'escalade sur un sujet, etc. De même que la partie résoudre un cas, si c'est un cas simple, on saura faire en sorte que l'intelligence artificielle le fasse. Donc vous voyez, hein, entre ces 2 slides, c'est entre le rêve actuel, hein, je ne dis pas que ça ne sera pas un jour, et la réalité actuelle. C'est pas vieux, hein, ça date du mois de novembre, il y a peut-être des choses qui évoluent depuis, il y a des tas de sociétés qui travaillent là-dessus, et les GAFA travaillent et mettent beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, de façon opérationnelle, dans la relation client, on va rester sur ces sujets-là. Alors, à quoi ça va servir de mettre de l'IA faible, maintenant que j'ai parlé d'IA faible, à quoi ça peut servir dans la relation client? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes, comme l'a dit Mathieu, ça existe depuis longtemps. C'est un sujet, effectivement, qui est extrêmement vaste. Mais ce qui a changé, il y a des choses qui ont changé. D'abord, c'est le volume des données à disposition. Ce qui a fondamentalement changé dans la relation client aujourd'hui, avec la digitalisation, c'est que votre relation client, ça devient de la donnée. De façon, les appels vocaux, les enquêtes, etc. Tout ça, ce sont des données, les interventions sur les réseaux sociaux, etc. Donc vous avez un volume de données énorme. Il y a même des bases de données extérieures sur lesquelles vous pouvez travailler. Le gouvernement est en train de mettre à disposition des tas et des tas d'infos, de données génériques qui peuvent servir aux entreprises, sur de la géolocalisation, sur des données INSEE, etc. Ce qui a changé aussi, bon, les programmes et les machines, ça on s'en doute, hein, mais c'est aussi les API. Puisque ce qui est intéressant dans l'automatisation, c'est que dans l'expérience client, ça va être de délivrer quelque chose qui est personnalisé. Quand je demande à un robot où en est ma commande, ce qui est intéressant, c'est que le robot comprenne quelle est ma question, mais qu'en plus, il se relie au système de gestion de l'entreprise pour pouvoir me dire votre commande, cher monsieur Bouvray, c'est la numéro XXX, et elle se trouvera, elle est en ce moment dans un camion, parce qu'on aura interrogé aussi l'API de la personne qui fait la livraison, pour dire elle est dans un camion, elle arrivera à telle heure. Voilà. Donc, c'est de personnaliser. L'ouverture aux API est quelque chose d'extrêmement important. Donc, encore une fois, le volume de données et les API, ça va donner je mets entre guillemets, de l'intelligence au bot. Voilà. Alors, en termes d'IA faible, on va vous en présenter 2 types. Un type qu'on appelle statique, c'est-à-dire, ce qu'on verra plus dans un deuxième temps, c'est la partie analyse de gros volumes de données. Comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour analyser des gros volumes de données. Et la partie qu'on appelle action, qui est, elle, beaucoup plus verticale. J'ai ciblé un sujet, et c'est là-dessus que je vais faire intervenir une intelligence artificielle, un robot, qui est plus communément appelé, c'est un exemple, dont un exemple est le chatbot. Voilà. Oui, l'analyse statique, c'est l'analyse sémantique, c'est-à-dire que vous avez un gros volume de données qu'on va pouvoir analyser. Et l'analyse, la forme action, c'est le chatbot qui va interagir avec l'usager. C'est plus la partie conversationnelle, justement. Donc, c'est vraiment les 2 sujets qu'on va aborder. Donc, les bots qui agissent et qui comprennent et qui agissent. Et donc, l'analyse sémantique, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, je vais travailler dans du gros volume de données et je vais chercher la chose que j'aurais mis un temps fou à trouver, le petit signal faible, la petite chose qui m'intéresse concernant telle catégorie de clients, que je n'ai pas les capacités d'analyse tout seul, hein, mais que le robot va m'aider à faire. En revanche, la partie bot, elle va permettre de réaliser un certain nombre d'actions simples.
Alors maintenant, en termes d'action, on va raisonner sur deux sujets. Donc améliorer les process et anticiper les besoins. Améliorer les process, on l'a déjà évoqué, donc c'est la possibilité de résoudre un problème. Anticiper les besoins, ça va permettre d'une certaine manière de mieux comprendre ce que les gens cherchent et de pouvoir les aider à chercher plus vite. Ça peut être des FAQ interactives, par exemple. Alors, comment fonctionne un chatbot? Je vais vous donner 4 choses extrêmement simples à comprendre. La première, c'est de déterminer sur quel canal je vais animer ma conversation. Là, je vais parler plus précisément du chatbot. Première question, sur quel canal? Mes clients, aujourd'hui, est-ce qu'ils me téléphonent? Est-ce qu'ils m'envoient des mails? Est-ce qu'ils font du chat? Et maintenant, on va avoir tout ce qui est enceinte connectée, qui est un sujet qui arrive de façon assez importante aux États-Unis, qui n'a pas encore vraiment pris en France, mais sur lequel il y a des grosses attentes. En tout cas, il y a des canaux de conversation, dont un certain nombre sont digitaux. Donc déjà, il va falloir trouver quels sont les beaux canaux pour permettre à mon client d'avoir une interaction avec moi. La deuxième chose, ça va être de repérer les demandes clients et de les repérer avec leurs propres mots. Par exemple, ici, j'ai 3 façons de demander la même chose. Où en est la réparation de ma voiture? Est-ce que ma Clio a été réparée? Est-ce que je peux passer demain après-midi récupérer ma voiture? Je suis un client, je peux demander de cette façon-là quelque chose qui est pour moi de savoir si ma voiture est réparée, si je peux venir la chercher. Donc, un des éléments importants, ça va être de déterminer quelles sont les demandes clients, encore une fois, que je peux automatiser, sur lesquelles il y a une vraie valeur ajoutée et sur lesquelles je peux déterminer le vocabulaire que mon client apporte. Le point suivant, c'est l'interprétation, c'est-à-dire, on en verra, c'est la partie analyse sémantique. Je comprends la façon dont les gens me font une demande, comment moi je vais l'interpréter. L'interpréter, ça va être dire quel est le sujet, quel est le thème, est-ce qu'il y a un aspect date, etc. Donc c'est là où le robot, à travers une conversation, va remplir des cases et s'assurer qu'il a compris la demande, il a compris le point, on va dire le point difficile. Donc par exemple, c'est une réparation, c'est ma voiture, est-ce que je connais le client, j'ai son numéro client, ok, je peux lui répondre. Donc il doit remplir toutes ces cases. Et puis finalement, le robot, il a plusieurs actions possibles. Il peut fournir une réponse tout de suite, il peut dire Monsieur Bouvray, la réparation de votre voiture est terminée, vous pouvez venir la chercher. Très bien. Il peut dire votre voiture, c'était bien la Clio immatriculée, etc., etc. Pour s'assurer, pour bien remplir la case, il va pouvoir me reposer une question. Ou alors, il va pouvoir donner une action. C'est dire, écoutez, je vous propose un rendez-vous et je vous envoie un mail avec pour votre agenda Outlook. Donc, je déclenche une action. Ou éventuellement, j'envoie le robot, il va envoyer un mail au chef d'atelier pour dire Monsieur Bouvray viendra chercher sa Clio à telle heure. Ou alors, il va faire une escalade. Il n'a pas bien compris le problème, il n'est pas sûr de son coup, et il va dire écoutez, je préfère vous passer le chef d'atelier qui va vous dire exactement si votre voiture est récupérable. Voilà. Là, vous avez sur un simple slide, vous avez les étapes les plus importantes, c'est-à-dire quel est le canal, quelle est la demande, quelle interprétation je dois en faire, qu'est-ce que je vais produire derrière. Voilà. C'est un exemple, c'est assez simple, mais si vous arrivez à faire ça, je peux vous dire que c'est déjà une grosse partie du chemin. Alors, nous, la façon de travailler là-dessus, c'est vraiment de faire de la co-création avec les clients. Ce qui est très, très important, c'est de comprendre qu'on va devoir travailler ensemble. Ce n'est pas nous qui avons le savoir, c'est vous. Nous, on peut vous aider à l'automatiser, on peut vous aider à mettre en place les étapes les unes après les autres, mais le savoir, il est chez vous. Donc c'est un boulot extrêmement important que de comprendre qu'un chef de projet éloquent, il va falloir qu'il passe beaucoup de temps avec les gens de nos clients pour pouvoir extraire la vraie demande. Et surtout de casser ce que j'ai essayé de faire très rapidement au début, de ne pas imaginer des fantasmes absolus. On va résoudre un problème, mais on va le résoudre complètement et de façon propre pour que le client de notre client, soit satisfait d'une bonne expérience. Par exemple, on sait, nous, qu'un chatbot, si j'ai plus de 5 interactions successives, pour préciser, remplir les cases, comme je disais tout à l'heure, il y a une déception du client. Il va vite en avoir marre, parce qu'il sait qu'il a affaire à un robot. S'il voit que le truc il tourne en rond, ça va être catastrophique, ça va être déceptif. Donc, ce qui est très important, c'est cette notion de co-création. Donc la première étape, qui est la plus importante, c'est la conception générale et tout ce qui est cadrage. Je suis désolé, c'est peut-être un peu petit. Donc le périmètre, le planning, et quel est le parcours client. Pourquoi on le fait? Par exemple, là, tout à l'heure, c'est le client qui vient récupérer sa voiture suite à une réparation. C'est très précis, on définit le cadrage, le périmètre, et on reste là-dessus. On ne va pas chercher d'autres choses.
La deuxième étape, bien sûr, c'est la réalisation. Donc c'est là où nous, on va chercher toute la façon, on va discuter avec le client, quelles sont les différentes façons de demander comment une voiture est en panne, enfin, comment il vient chercher sa voiture, etc. Donc c'est vraiment de travailler avec le client sur la formulation, toutes les formulations possibles, tous les points qu'on doit préciser pour pouvoir apporter la bonne réponse. Alors encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, si c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas bon, on ne vous rendra pas meilleur, on vous rendra pire. Hein. Donc il faut bien le comprendre. Il faut s'imaginer que le bot, je vais le faire pour résoudre un problème que je maîtrise déjà, mais que je veux automatiser et apporter une réponse plus simple et plus facile à mes clients. L'étape d'après, c'est l'intégration ici, qui est extrêmement importante, puisque c'est là où je vais apporter plus d'intelligence, d'une certaine manière, au bot, c'est-à-dire je vais lui permettre de s'intégrer avec le SI de notre client pour pouvoir dire, je ne vais pas simplement lui demander la météo, je vais dire vraiment, voilà votre commande, voilà votre livraison, voilà d'où vous en êtes, etc., etc. Donc l'intégration ici, une étape extrêmement importante. L'étape suivante, c'est le déploiement en production, bien sûr, c'est-à-dire que là, il y a une formation des équipes, il y a de l'accompagnement, c'est vraiment une démarche qu'il faut faire comprendre aux équipes aussi, c'est un assistant complémentaire qu'on donne, de façon à ce que le client, lorsqu'il arrive auprès de l'équipe, on a déjà résolu un certain nombre de problèmes, ou on l'a déjà bien guidé. Et c'est vraiment important de bien accompagner les équipes là-dessus. Et puis la dernière étape, c'est en fait une étape récurrente, c'est de l'apprentissage en continu. Donc là, il s'agit tout simplement d'avoir ce qu'on appelle un bac à sable, c'est-à-dire toutes les demandes qui ne sont pas arrivées au bout, elles arrivent dans un bac à sable. On essaye de comprendre pourquoi avec les équipes. Est-ce qu'on n'avait pas bien formulé la façon? On n'avait pas imaginé qu'un client puisse formuler sa façon de récupérer sa voiture de cette manière-là. On la reformule, on la retransforme, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment il faut savoir que c'est un travail continu d'automatisation et d'amélioration. Voilà. Donc là, je vais vous parler de l'exemple qu'on a fait avec la NTS. La NTS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc c'est là où Claire Jean aurait dû être avec nous aujourd'hui. Elle n'est pas là, mais je vais reprendre les sujets qu'on avait préparés avec elle. Tout d'abord, la première chose, c'est que la NTS, c'est une agence nationale qui s'est vue confier un certain nombre de nouvelles missions par le gouvernement de l'Intérieur, à savoir gérer toutes les demandes à la fois de titres sécurisés, c'est-à-dire c'est l'Agence nationale de titres sécurisés. Donc titres sécurisés, ça peut être les passeports, carte d'identité, permis, carte grise, etc., etc. Au départ, c'était sur un seul sujet, puis petit à petit, c'est devenu la plateforme finalement qui recueille toutes les demandes de titres sécurisés. Résultat des courses, le service client qui monte en puissance, c'est une façon gentille de le dire, en fait, ça les a fait quasiment exploser en termes de volume de demande. Tous les citoyens qui demandent des renouvellements de carte grise, de carte d'identité, plus les cartes grises, plus, etc., etc. C'est quelque chose d'énorme. Donc ils sont passés de 60 à 170 téléconseillers. Donc c'est opéré avec la plateforme centre de contact Eloquent. Il y a une partie gestion automatisée des emails. Il y a des formulaires libre-service. On a fait un certain nombre de choses. Mais à un moment donné, de toute façon, il faut répondre aux clients. Aux clients, aux citoyens, à l'usager. Et là, on avait beau mettre d'améliorer les processus, on restait sur une limite qui était tout simplement le nombre de demandes entrantes. Donc le dilemme, c'est soit on augmente le nombre d'agents, soit on se pose un petit peu, on réfléchit, on se dit, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut automatiser? Tout à l'heure, ce que je disais, hein, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Parmi les 100% des demandes, s'il y en a seulement 30% qui sont des demandes extrêmement simples, d'où on est ma carte grise, voilà, par exemple, eh bien, déjà, c'est du temps de gagner, etc. Donc, on va essayer de voir sur quel sujet on peut automatiser et quels sont ceux qui ont le plus de valeur ajoutée, cette fois-ci pour la NTS, c'est-à-dire, là, le dilemme était tout simplement de réduire le bottleneck. Hein. Vraiment, c'était important de comprendre ça. Donc c'est quelque chose qui a été fait avec eux pour pouvoir réfléchir sur quels étaient les points les plus importants pour réduire ce bottleneck. Et là un des avantages d'Eloquent, c'est d'avoir ce moteur d'analyse sémantique, puisque la NTS elle-même, on va dire, avec cet ensemble de demandes qui arrivaient, avait une difficulté à savoir quelles étaient les demandes les plus fréquentes et avait du mal tout simplement à se poser là-dessus. Donc ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a fait une analyse quantitative avec le moteur, donc ce que évoquera Mathieu plus tout à l'heure, c'est-à-dire la partie qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire plus, non pas la partie verticale, mais la partie horizontale, sur un gros volume de données. Donc par exemple 70 mails, des comptes rendus d'appels, etc. Quelles étaient les demandes les plus fréquentes? Donc l'analyse sémantique d'Eloquent a permis de faire cette analyse-là. Et il y a eu aussi des ateliers pour compléter la partie quantitative avec les collaborateurs. Ça nous a permis de déterminer quels étaient les sujets les plus urgents, les plus importants à traiter, et ceux qui allaient, autant que possible, réduire ce fameux bottleneck.
À partir de là, on a travaillé aussi avec le SI. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut extraire par web service? Quand quelqu'un demande sa carte d'identité, son numéro de carte d'identité, qu'est-ce qu'on doit lui demander pour pouvoir lui fournir une réponse sans qu'on lui dise simplement « Ah bah écoutez, allez téléphoner à telle heure pour avoir quelqu'un ». Il faut lui apporter la vraie réponse pour sa carte d'identité à lui. Est-ce qu'on a la capacité d'accéder par ça en web service? Voilà. Et donc surtout, un point extrêmement important, c'est d'éviter le phénomène déceptif du bot, puisqu'il y a un vrai enjeu pour la NTS derrière, c'est qu'ils savent que ce besoin-là, ils vont pouvoir le reproduire sur des tas de demandes. Et donc nous, ce qui nous a été demandé chez Eloquent, c'est de dire faisons quelque chose dont on soit sûr que nos équipes et nos usagers, les citoyens, soient satisfaits. Parce que si on ne le fait pas comme ça, l'enjeu pour nous il est tellement important, si on se plante au départ, il n'y aura pas d'adhésion. Donc veillons, il vaut mieux avoir un périmètre plus simple et être sûr que ça marche. Voilà. Donc le phénomène déceptif, parce que le tour de magie, le canard que je vous ai fait tout à l'heure, que je vous ai montré, le canard de Vaucanson, évidemment, si je le mets dans l'eau, il coule. Voilà. Donc il est fait que pour faire quelque chose, c'est le scénario prévu. Donc il faut bien s'imaginer que il ne faut pas survendre ce type d'outil. Par contre, quand je le vends, je dois le vendre pour un domaine, un périmètre, un résultat. Voilà. Donc au final, on a mis en place des FAQ interactives pour aider le citoyen dans la démarche. Ce n'est pas forcément du chatbot, la réponse. Ça peut être une FAQ interactive bien fichue, dans laquelle je navigue et où j'aide la personne à naviguer. Et puis, bien sûr, tout ce qui est suivi des demandes. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus orienté vers un chatbot qui permet de dire avec 2-3 questions, « Ok, j'ai bien compris votre demande, voilà votre réponse. Le web service me permet d'interroger et de vous dire d'où vous en êtes. » Pas d'appel téléphonique, vous pouvez m'appeler 24 heures sur 24 avec le chatbot. On résout le problème. Voilà. Donc c'est un exemple qu'il faut bien comprendre, c'est de dire je dois faire quelque chose, je dois résoudre un problème. C'est vraiment à ça que ça sert. Pas faire un tour de magie, résoudre un problème. Bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'est la façon dont on a vu les différentes demandes. On voit qu'il y a des demandes qui étaient beaucoup plus fréquentes, etc. Ça, c'est vraiment l'interface de l'analyse sémantique qu'on a pu leur produire. Un autre exemple qu'on est en train de déployer avec un client, c'est un autre problème, c'est un problème de résoudre des problèmes de saisonnalité. C'est un leader français de l'énergie qui a besoin de livrer et de faire des relevés de compteurs. C'est des demandes très simples. On peut facilement automatiser et réduire ce problème de saisonnalité qui faisait qu'évidemment, au moment où le client en a le plus besoin, c'est là où on a le plus de mal à lui répondre sur ses relevés de compteurs ou sur une livraison en attente de son carburant. Voilà, donc là, c'est typiquement le genre de choses où le bot peut être pertinent si on le limite bien à ce sujet-là. Voilà 2 exemples. Je vais très vite, je suis désolé, mais il y aura d'autres façons d'en discuter. Je vais passer la main à Mathieu. Oui, merci. Je vais maintenant vous parler de l'analyse sémantique avec tout d'abord les principes et puis ensuite on passera sur des exemples, des cas clients, des cas concrets. Alors tout d'abord, data is the new oil, ça veut dire que effectivement l'intérêt de l'analyse sémantique et de l'intelligence artificielle de manière générale, comme je disais tout à l'heure, c'est de reproduire de manière automatique et à grande échelle une tâche qu'on pourrait faire à la main. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire des choses qui seraient impossibles de faire à la main, comme générer de très gros volumes de données. Aujourd'hui, avec la digitalisation de la relation client, vous avez un gros volume de données hétérogènes à exploiter et il est impossible de lire tous les verbatims ou d'écouter toutes les conversations que vous pouvez avoir à travers votre centre de relation client. Et c'est ce que va permettre l'intelligence artificielle et l'analyse sémantique en particulier. De ce fait, vous allez pouvoir être beaucoup plus réactif que si vous lisiez, si vous exploitiez ces infos à la main. Aujourd'hui, on peut traiter à la fois l'écrit et la voix à travers la retranscription, et ça, c'est nouveau. Et si vous deviez traiter à la main des enregistrements de services clients, vous avez 1000 heures par mois, par exemple, c'est impossible à écouter. L'intérêt de la machine, c'est qu'elle va traiter tout ça en une nuit, par exemple, et puis le lendemain, vous avez un rapport, vous savez sur quelle conversation il faut travailler en priorité, etc. etc. Donc ça vous fait gagner du temps. On peut aussi détecter à travers l'analyse sémantique notamment des informations comme la colère, le risque de réclamation ou de résiliation, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les clients en alerte, ceux sur lesquels il faut agir en priorité. Voilà. On peut passer.
un des avantages de l'intelligence artificielle qui avait été aussi soulevé par le Gartner, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de connaître la technique, mais juste l'usage que vous voulez en faire. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être des data scientists et de connaître les algos en détail. À partir du moment où vous savez ce que vous voulez optimiser, la technique va prendre le relais et on va pouvoir améliorer vos processus. Alors concrètement, l'analyse sémantique, comment est-ce que ça fonctionne ? Parmi nos clients, on en a qui ont de très gros volumes de données et qui ne les exploitent pas. Alors ça, c'est vraiment dommageable parce que vos clients font l'effort de s'exprimer. Et si vous ne les entendez pas, si vous ne les écoutez pas, d'une part, vous n'allez pas améliorer votre offre, donc vous risquez petit à petit de perdre des clients. Et puis en retour, eux, ils voient bien que vous ne vous intéressez pas à eux. Donc c'est une deuxième raison pour eux de partir. Ensuite, on a des clients qui travaillent sur des échantillons de verbatim. Le problème en faisant ça, si par exemple j'ai 100 000 verbatim par mois et que j'en traite 2000 à la main, c'est que parmi les 98 000 qui restent, il y a des clients qui expriment de la colère ou un risque de résiliation. Ceux-là, on ne va pas les traiter, et au final, ils vont partir ou alors ils vont faire une mauvaise pub sur Internet. Donc c'est vraiment très important de traiter l'ensemble de vos verbatim, notamment pour l'exhaustivité, pour repérer tous ceux qu'il faut rappeler en priorité. Pour la rapidité de traitement, parce que vous pouvez traiter 100 000 verbatim, par exemple, en une journée, ce qui serait impossible à faire à la main. En termes de coût, c'est intéressant à partir du moment où vous avez 500 ou 1000 verbatim par mois. Ça reviendra moins cher de le faire de manière automatique que d'employer quelqu'un à le faire, sans parler du côté rébarbatif de la tâche. Et en termes d'homogénéité de traitement également, une machine va avoir le même traitement si vous passez 100 fois le même verbatim, alors que si vous le passez à deux personnes différentes ou même à une même personne à 9h du matin et à 18h, le traitement pourrait être légèrement différent. Ensuite, en termes de ROI, vous allez gagner du temps parce que vous n'allez pas passer votre temps à lire les verbatim ou écouter les conversations audio. Vous allez éviter le churn, c'est-à-dire que nous, d'expérience, parmi nos clients, on a remarqué qu'on avait en général entre 4 et 16% des verbatim qui exprimaient une alerte. Ça peut être un client en colère, un client qui menace de résilier, un client qui dit qu'il a appelé plusieurs fois. Et donc ce 4 à 16% de vos clients, ça peut générer du churn. Si on arrive à les détecter et les rappeler rapidement, on va éviter une partie de ce churn. Ensuite, si vous écoutez vos clients, vous allez améliorer votre offre. Et donc, probablement, vos clients vont pouvoir commander d'autres choses chez vous. Ils vont aussi en parler autour d'eux et donc favoriser la recommandation. Et ça peut favoriser les process, c'est-à-dire qu'au niveau de la R&D, si vous écoutez ce que disent vos clients, vous allez directement orienter la R&D vers les besoins qu'ils expriment. Et ça peut vous faire gagner en productivité. Concrètement, comment est-ce que ça se passe ? On va partir des différents canaux de la relation client, c'est-à-dire les mails, les enquêtes web, les infos qui viennent de votre site web, de votre CRM, les réseaux sociaux. Et puis la nouveauté, c'est des conversations audio. À partir de conversations enregistrées dans votre centre de relation client, on va pouvoir retranscrire ces conversations et faire une analyse sémantique dessus. À partir de ces données structurées, on va générer des rapports et donc mettre en place des plans d'action que vous pourrez suivre au fil du temps. Alors, on va passer maintenant sur quelques cas concrets qui sont appliqués chez nos clients, rapidement. Premier cas, c'est chez Allianz, qui est le premier assureur européen. Alors, la chose intéressante chez Allianz, le cas particulier, c'est qu'ils travaillent en B2B2C, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas avec les clients finaux, ils travaillent avec des entreprises qui elles-mêmes travaillent avec des clients finaux. Le point intéressant dans les résultats chez eux, c'était le fait qu'ils aient pu, du coup, aujourd'hui, ils peuvent analyser les verbatim en quasi-temps réel. Et du coup, ils se servent des résultats à la fois en interne et aussi auprès de leurs clients entreprises et de leurs clients finaux, le B2B2C. Voilà, ça c'est un cas assez fréquent qu'on nous cite pour des entreprises qui ont, on va dire, un réseau de distribution et un utilisateur final. C'est qu'est-ce que pense l'utilisateur final de mon offre ? Aujourd'hui, avec le digital, les réseaux sociaux, etc., je peux récupérer des informations, mais comment je les traite ? Là, c'est le problème qu'on a pu résoudre pour Allianz, qui intervient d'ailleurs. Alors, vous pourrez trouver le témoignage de notre client sur notre blog et également, vous pourrez le voir demain lors d'une deuxième conférence Eloquent. Jérémy Lebris sera présent et vous pourrez lui poser des questions sur son usage. Voilà, particulièrement sur ce sujet-là, on interviendra sur la partie à la fois enquête, écoute et la partie analyse sémantique.
Alors, deuxième cas client chez SFR, opérateur téléphonique. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on analyse des gros volumes. Donc, on a plus de 100 000 verbatim par mois, et donc on a des pics à plus de 5 000 verbatim à analyser chaque nuit. Bon, ça pose pas de souci, hein, c'est analysé en 1 à 2 heures. Donc, vous voyez, en termes de charge, on est capable d'analyser des volumes très importants. Ce qu'ils avaient beaucoup apprécié, ce qu'ils apprécient beaucoup chez nous, c'est la disponibilité des équipes. C'est-à-dire que s'ils ont des questions sur l'analyse sémantique, sur l'interprétation, ben voilà, on est toujours là pour les accompagner. Et un point important qu'on a mis en place pour eux et qu'on met en place généralement chez pas mal de clients, c'est dire qu'une data, une donnée client bien exploitée, vous pouvez l'utiliser au minima à 3 niveaux. C'est-à-dire je la collecte une fois, mais je peux l'utiliser 3 fois. Une fois auprès de mes équipes terrain. Là, j'ai pas besoin de faire des tableaux de bord, des choses comme ça. J'ai besoin tout de suite de donner une information. Il faut rappeler le client, il y a un problème avec lui, etc. Donc là, le but, c'est de faire de l'alerting. Hein, c'est le niveau immédiat du traitement de la donnée. Ensuite, il y a un niveau qu'on appelle managérial. Là, le but, c'est de détecter les bonnes pratiques, de fixer des objectifs, de partager des bonnes expériences entre les différentes équipes que je gère. Et puis le niveau stratégique, qui est plus un niveau direction. J'ai mis en place de nouveaux projets, j'ai mis en place des nouveaux produits. Je vois comment mes clients réagissent. Donc, un client qui me dit un commentaire, je vais pouvoir alimenter l'ensemble de cette structure. Pareil, vous pouvez retrouver le témoignage sur notre blog, sur notre site web. Troisième cas intéressant, c'est la Maïf. Alors la Maïf, assureur militant. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils sont leaders du podium de la relation client depuis la création en 2003. Et là, ce qui nous touche vraiment, c'est que c'est le leader de la relation client qui nous a choisi comme partenaire. Donc, c'est vraiment gratifiant. La démarche qui était intéressante chez eux, c'est qu'ils travaillaient beaucoup sur le quantitatif, donc le NPS typiquement. Et ils ont voulu compléter ça par une approche qualitative. Donc, c'est le pourquoi de l'analyse sémantique, de la mise en place de l'analyse sémantique chez eux. Et dernier cas particulier, enfin intéressant, c'est l'emploi de la grammaire relation client. En fait, au fur et à mesure qu'on mettait en place de l'analyse sémantique chez nos clients, on a mis en place une grammaire générique relation client qui colle à 90% des besoins de nos clients qui sont en B2C ou B2B2C. Ça, c'est une vraie innovation qu'on a mis chez Eloquent, c'est-à-dire que très souvent, les moteurs d'analyse sémantique, vous avez besoin de les spécialiser beaucoup. Nous, maintenant, on a suffisamment de clients, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'importance des gros volumes de données. On a pu mettre en place une grammaire relation client qui est applicable très vite et de façon très efficace pour quasiment pour beaucoup des problématiques de relation client. Et ça, c'est un vrai avantage puisqu'on gagne en coût de setup et c'est très important. Un point important que tu as évoqué, Mathieu, c'est qu'effectivement, pour eux, ils sont passés d'un quantitatif, c'est-à-dire du NPS, où j'ai une note qui me permet de sanctionner ce qui s'est passé, mais avec l'analyse des commentaires, ça me donne qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le futur. Et c'est vraiment important de bien coupler, quand vous faites du NPS, l'exploitation du commentaire, parce que là, il va vous donner les pistes d'action pour le futur. C'est ce que permet de faire l'IA avec la sémantique. Alors, 2 derniers cas d'utilisation de l'analyse sémantique. Le premier, c'est sur le routage d'email. On avait un client qui avait 2 personnes, 2 équivalents temps plein qui étaient là juste pour faire le routage d'email. Donc, il lisait le sujet et le contenu du mail et il reroutait ça vers une vingtaine de boîtes mail avec des pics, une saisonnalité qui faisait qu'il pouvait recevoir 25% des mails sur 1 ou 2 mois. Donc, il fallait répartir la charge. Parfois, il y avait 3-4 personnes et puis parfois une demi. Leur objectif, c'était de réaffecter ces 2 équivalents tremplins au traitement des mails. À partir d'un pilote, on s'est rendu compte qu'on avait un taux de routage correct qui était équivalent, voire supérieur à ce que faisaient les 2 personnes, les 2 humains. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a mis en place une API qui va permettre de traiter ces mails de manière automatique et donc de effectivement réaffecter les 2 personnes au traitement des mails et non au routage. Voilà, donc là, c'est un bot qui ne fait pas du chat. C'est un bot qui n'est pas là pour discuter avec le client. C'est un bot qui est là pour recevoir le mail et de le mettre dans la bonne boîte. Et quand vous avez un bot qui fait ça tout le temps et en permanence, vous gagnez beaucoup de temps. Voilà. Vous gagnez 2 équivalents temps plein. C'est pour ça que l'intelligence artificielle dans la relation client, ce n'est pas que faire des chatbots. C'est vraiment savoir le mettre au bon endroit pour automatiser les bonnes choses, quoi. Et dernier cas que je vous présente, qui est intéressant, c'est sur la retranscription. En fait, on a un client qui a 2 centres d'appel, enfin qui a surtout énormément de données voix. Donc 80% de ces données relations clients, c'est via les services clients, les centres d'appel, et 20% d'écrits. Et donc là, l'intérêt, c'était de travailler sur des fichiers qui étaient pourtant de qualité moyenne, du MP3 mono, pour ceux qui connaissent,
Et malgré ça, la séparation des locuteurs, la retranscription était de bonne qualité, ce qui fait que derrière, on peut faire de l'analyse sémantique et travailler. Le client voulait vraiment travailler sur l'exhaustivité, enfin sur l'intégralité de ses conversations pour pouvoir mesurer chaque événement, comme le lancement d'une campagne média, le lancement d'une offre particulière. Et donc, on a pu le faire à travers la retranscription, puis l'analyse sémantique. Voilà, et ces 2 derniers projets sont en cours de déploiement en 2018. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cité les clients, mais c'est en cours de travail. C'est des démarches qui sont assez longues, où il faut beaucoup d'accompagnement. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Alors ce projet, il a déjà été validé sur un POC et il rentrera en production en septembre. Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir fait un POC, parce que nous, on n'était pas sûr de la qualité suffisante des retranscriptions, puisque l'enjeu, vous avez bien compris, c'était la voix. Il fallait vérifier, on a vérifié, et on va rentrer en production. Ce qu'il faut retenir de la démarche d'analyse sémantique, c'est faire un inventaire des sources de données que vous avez à disposition, surtout extraire les informations, ne pas les laisser dans un placard et ne pas les utiliser, c'est vraiment dommage, parce que vous avez une mine d'informations sous la main, autant l'utiliser. Vos clients s'expriment, donc il faut les écouter, de manière automatisée pour être exhaustif et très rapide, et puis les utiliser pour mettre en place des plans d'action et les suivre au fil du temps. Alors moi, j'ai une façon de le lire, c'est plutôt à l'envers. J'ai le premier point, c'est celui-là. C'est qu'est-ce que vous voulez faire de vos données. Franchement, les données, vous en avez. Les moyens d'automatiser, il y en a plein. Les outils, il y en a partout. Il suffit de faire le tour ici. Mais vous, de votre côté, vous allez faire quoi avec? Et après, on remonte le schéma. Vous savez ce que vous savez faire? OK. Est-ce qu'on peut l'automatiser? Oui. Est-ce qu'on a la capacité d'extraire les informations qui vont bien? Oui. Est-ce qu'on a les différentes sources de données facilement accessibles? Est-ce que les différentes équipes sont prêtes à collaborer là-dessus? Oui, alors on y va. Voilà. En conclusion, on a à peu près tenu le timing. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Aujourd'hui, on a des applications qui sont matures, on a des gros volumes de données, on a des algos et des machines qui sont assez aboutis pour exploiter ces gros volumes de données. Identifier un cas d'usage, bon, ça c'est ce dont on vient de parler. Lancez-vous, effectivement, il faut faire un bot, il faut faire un POC pour voir si ça vous intéresse, si ça fonctionne, et ensuite, avant de généraliser, de mettre en production. Et surtout, ce que disait Alain, c'est que l'IA ne remplace pas l'homme. Effectivement, un ordinateur, vous pouvez lui apprendre à faire une tâche basique de manière répétitive et très rapide, ou alors un ordinateur peut battre n'importe quel humain au jeu de Go ou aux échecs. Par contre, si vous changez une règle du jeu, bah là, l'algorithme, il est perdu et il ne saura pas réagir, alors, ce qu'un humain sait faire. Pour vous donner un autre exemple très simple, vous pouvez apprendre un algorithme à reconnaître un chat. Il pourra vous lui montrer des tas de chats dans des tas de situations. Après, il pourra en une fraction de seconde reconnaître un chat n'importe où. Mais s'il entend miauler ou si on lui demande si c'est doux ou si ça griffe, il n'en a pas la moindre idée. Faut vous imaginer que si je lui apprends à reconnaître un chat, il sera très bon. Si j'espère qu'il sache si mon chat il miaule ou il miaule pas, il sera très mauvais. Voilà, donc il faut vraiment se mettre en tête qu'il n'y a rien de plus bête qu'un algorithme, mais il n'y a rien de plus efficace sur un sujet. Alors, pour terminer, ce que vous devez faire, on aime bien finir comme ça en disant, bah voilà, ce que vous pouvez faire très concrètement, dès maintenant, bah, venir nous sur notre stand, ça sera avec plaisir. L'idée, c'est aussi qu'on est capable de mettre en place des audits. On a un livre blanc sur les commentaires de la relation client que vous pouvez récupérer, qui détaille beaucoup plus que Mathieu a expliqué. On a mis aussi en place une checklist chatbot qui est récupérable sur notre site web, qui est extrêmement intéressante. Il y a 100 questions que vous balayez, une checklist pour dire est-ce que c'est intéressant ou pas pour moi de mettre en place un chatbot. C'est très concret, très simple, et ça vous permet déjà de vous donner une idée si vous êtes capable, en situation ou pas, et en capacité de mettre en place une chatbot. D'ici une semaine, déterminez un cas d'usage. Regardez si vous avez des sources de données, par exemple des appels téléphoniques. D'ici un mois, eh ben, vous pouvez lancer le pilote. Et puis d'ici 3 mois, vous étendez le périmètre. Nous, ce qu'on a coutume de dire, c'est qu'en général, il va vous falloir un certain temps pour passer en production. Néanmoins, faire des POC, ça peut être très rapide. Moi, la semaine dernière, j'étais chez un prospect. C'est dans un cadre plutôt interne d'utilisation. Et en fait, on s'aperçoit qu'en discutant avec eux, il y a des tas de sujets qui seraient immédiatement intéressants. Je leur ai dit, attendez, on en prend un seul, on fait un POC dessus. Encore une fois, il faut que ce soit un succès pour vous, pour vos équipes. Et après, on étendra le périmètre. Mais ça, on peut le faire très vite. Et après, on verra. Mais voilà, il faut avoir cette logique vraiment de test and learn et de courbe d'apprentissage. Pas essayer de dire, je vais mettre de l'intelligence artificielle dans tout mon service client, ça va être génial. Voilà, c'est pas comme ça que ça marchera. Oui, il faut travailler sur des usages simples, ponctuels,
comme dit Alain, faire des POC, voir si ça marche, et puis avant d'étendre l'usage. Voilà, on a tenu l'horaire, je crois que c'est fini. Voilà, donc les contacts, Mathieu. Alors Frédéric, qui est le responsable, je l'ai aussi remplacé un peu au pied levé parce qu'il s'est cassé une épaule, le pauvre. Mais c'est lui qui s'occupe de la partie chatbot et offre mobile chez Locant. Voilà, il est assez connu parce qu'il a écrit pas mal de bouquins et il a un blog assez actif dans le domaine du marketing. Voilà, donc ce sont deux collaborateurs que vous pouvez interroger. Si vous avez des questions, on peut en prendre là, on pourra en prendre sur le stand. Mais si vous avez déjà des questions, je crois qu'on a 1 ou 2 minutes devant nous. Je répète juste un petit point. On a fait un livre blanc qui est surtout sur la sémantique. N'hésitez pas à venir le chercher sur notre stand et puis on complétera ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce que Mathieu fait sa retape, mais à part ça. Pas de questions, c'est clair? Dites donc. Bon, c'est un sujet très vaste. En 50 minutes, c'est très ambitieux, mais voilà, ça vous donne une idée. On a essayé de vous faire passer un maximum de messages. Merci à vous. Merci beaucoup.